au niveau du champ de bataille, hein, puisqu'on parle de cyberguerre, on parle de cyberarmes, on parle de renseignement militaire, on parle de d'agences de renseignement, rouge, bleu, bien sûr, c'est un champ de bataille. D'accord? Et c'est un champ de bataille, cette partie du champ de bataille, c'est la clé entre l'attaque et la défense. Sixième étape, la détection. La détection, elle se produit lorsqu'une opération est exposée au niveau de notre cible. La détection, c'est comme la mort, hein. Le moment exact est inconnu, d'accord? Donc tu peux toujours faire le malin, mais tu sais pas demain, si ça se trouve, tu vas déraper sur une peau de banane et bah, tu vas te faire le coup du lapin. Pas de chance. Donc il peut survenir soudainement ou après un long déclin. Tout va dépendre. Considérez que les attaques les plus sophistiquées connues à jour ne sont que cela, hein. Elles vont être connues au bout d'un certain temps. Stuxnet, on sait maintenant que c'est pour cibler le programme nucléaire iranien. C'était pas le cas le premier jour. Flamor, on sait que ça a ciblé une campagne de renseignement opérationnel sur divers pays du Moyen-Orient, qu'on ne citera pas. Opération Aurora, je sais que certains services de renseignement s'intéressaient à Google, Adobe, Juniper, Octobre Rouge, Red October, cibler des agences diplomatiques, gouvernementales, Europe de l'Est. D'accord? Donc, ce qui paraît évident à la fin d'une campagne APT de renseignement, de cyberguerre, paraît logique, hein, parce qu'on a toutes les données à notre disposition. Par contre, le vecteur initial, quand elle se produit, elle est totalement furtive. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous devez tout le temps faire une frise chronologique. La temporalité est extrêmement importante. D'accord? Puisqu'au fur et à mesure que l'attaquant avance et mène son APT, plus lui-même, il va recueillir de nouvelles informations qui vont venir enrichir l'attaque. Mais c'est pareil pour les défenseurs. Les défenseurs, au début, ils ont que très peu de marqueurs, très peu d'indicateurs, d'IOC, d'indicateurs de compromission. Au fil du temps, vous pouvez espérer que votre adversaire va faire des boulettes, va devenir de moins en moins furtif, et ça sera de l'information que vous allez récupérer pour catégoriser, hiérarchiser, modéliser la menace. Donc chacune de ces opérations, si on doit parler de ce que je vous citais, est soupçonnée d'être soutenue, hein, par des États-nations dotés d'énormes ressources. C'est pas Toto le hacker, je vous le répète tout le temps. Pourtant, elles ont toutes été détectées, mais ça a pris des années, hein, et certaines continuent encore. Parfois, on n'arrive pas à les arrêter, ou elles migrent, elles évoluent, hein. Donc cette détection peut se produire, mais ce sont des années de développement technologique en termes offensifs, des milliers d'heures investies dans des opérations qui se retrouvent évaporées. D'accord? Donc pour l'attaquant, il doit avoir des plans d'urgence en place pour absorber cette perte. D'accord? Si jamais, comme Shadow Broker, on récupère vos armes, vos cyberarmes, hein, comme a fait Shadow Broker, ils ont récupéré des armes de la NSA, des cyberarmes de la NSA, eh ben, encore une fois, c'est des millions de dollars de perdus, hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir modifier les cyberarmes, les faire évoluer. D'accord? Donc encore une fois, et les cyberarmes que vous utilisiez, maintenant elles se retrouvent dans la nature. D'accord? Ça veut dire que maintenant les cybercriminels ont les cyberarmes qui ont été développées pour des cyberarmées. D'accord? Et on est en train encore plus de fragiliser la résilience en termes de cyber, en termes de défense. Donc vous voyez, il y a tout ça, il faut peser le pour et le contre. D'accord? Même pour une nation, qu'est-ce que je peux risquer? Quels assets, hein, quelles ressources je peux griller? Est-ce que ce programme-là, il vaut vraiment le coup que je l'utilise? Parce que si jamais on retrouve de la trace, qu'on fait du reverse engineering et qu'on arrive à récupérer mes outils, c'est ces outils qui vont se retrouver soit dans la nature, soit qui vont être bossés, hein, par des boîtes de cybersécurité et qui vont analyser mes cyberarmes. La prochaine fois que je les utiliserai, on aura des signatures. D'accord? On saura qu'on les a utilisées. Et on aura trouvé peut-être des parades. D'accord? Donc tout ça, ça doit être mûrement réfléchi. On n'avance pas, je vous faisais la métaphore, on n'est pas des taureaux qui foncent la tête baissée. On réfléchit, hein. Euh, Certes, c'est militaire, certes, ce sont des soldats qui font ça, mais on n'est pas là avec des M16 à tirer dans le tas.
hein. Votre meilleure arme, je vous le dis toujours, c'est votre cerveau. C'est l'arme la plus puissante que vous ayez à disposition. OK? Donc, sans cerveau, sans mental, sans réflexion profonde, comment mener vos opérations cyber? Eh ben, vous allez vous casser les dents, d'accord? Ou vous serez contrôlé par votre affect, hein, ou votre désir, hein, de briller, de réussir, et parfois vous allez prendre des risques, et ça va entacher toute l'opération, toute la sécurité des opérations cyber. Et c'est le dernier truc, naturellement, à faire. Donc il faut toujours ce questionnement, hein, que ça soit en rouge ou en bleu, mais si vous ignorez la détection comme faisant partie intrinsèque, naturelle du cycle de vie opérationnel, lorsqu'on fait de la cyberguerre, eh ben, vous allez condamner, hein. Vous allez vous condamner en tant qu'attaquant à une série perpétuelle d'échecs, de crises. D'accord? Et on peut faire comme Forrest Gump, hein. Ça arrive, comme il disait. Et dis donc, je me demandais si tu pouvais m'aider. Dis, je vends des autocollants de pare-choc et j'arrive pas à trouver un bon slogan. Et comme je sais que tu as une telle inspiration pour tellement de gens là, alors je me suis dit que tu pourrais m'aider à trouver quelque chose. Bon, mec, tu viens de marcher dans une grosse merde de chien. Ça arrive. Quoi, la merde? Des fois. Et quelques années plus tard, ce gars-là a sorti un autocollant pour les pare-chocs. Donc un attaquant, il doit développer ses stratégies techniques et non techniques en conséquence, hein. Ne pensez, je vous ai dit, le facteur humain est bien plus important parfois que la propre technique. D'accord? Ensuite, on va parler un peu des principes d'accès. Il y a toujours quelqu'un avec un accès légitime et un moyen de l'utiliser. Rappelez-vous ce que je vous disais dans la précédente vidéo, le patron de la banque a un accès légitime au coffre-fort. Le président de la République a un accès légitime à la valise qui permet d'activer notre frappe de dissuasion nucléaire. OK? Moi, j'ai accès à ma salle de bain avec mes savons de couleur de collection. Je te l'avais dit, j'adore les savons. Donc voilà, le premier principe d'accès, c'est le confort de l'attaquant. D'accord? Il y a deux auteurs, Dungan et Parks, qui l'ont décrit il y a près de 15 ans. Et ils disaient, en substance, que le monde virtuel est construit et contrôlé par les humains et leurs outils. Quelle que soit la sécurité en place, une personne a un accès à tout ce que l'attaquant recherche. L'objectif de l'attaquant est donc de trouver une méthode pour subvertir, usurper l'identité d'un utilisateur légitime ou d'un agent d'un logiciel ayant un tel accès qui va permettre de récupérer le secret. D'accord? Donc, ça peut être difficile, mais c'est jamais impossible. Et comme vous l'avez vu dans les séries, dans les films, parfois, il vaut mieux attaquer l'humain que chercher à compromettre son ordinateur. D'accord? Puisqu'il y a beaucoup plus de failles chez l'être humain que dans un ordinateur. Parfois, pas. Tout va dépendre du niveau de complexité de l'ordinateur que vous attaquez et comment il est défendu. Et tout va dépendre du niveau de complexité, de connaissance en ingénierie sociale de la cible que vous allez attaquer, qui a accès à cet ordinateur. Donc, vous savez, dans les films, on a besoin d'avoir un accès à un réseau informatique de grande valeur. On va avoir un déguisement, hein, élaboré. On va mettre des lentilles de contact qui vont altérer ma rétine. Je vais passer par un ensemble de câbles. Je vais me suspendre la tête en bas pour descendre dans un centre de données façon mission impossible. Et puis, le centre de données, bien sûr, il est à 300 mètres sous terre. Non, ça n'arrive que dans les films. OK? Donc, parfois, bien sûr, hein, on a des techniques de haute technologie pour parvenir à nos fins. Mais je vous ai montré plein de vidéos, hein, sur le Discord, je vous en ai posté, comment avec 5 euros, on peut contourner des systèmes biométriques. 5 euros, ok? Des serrures biométriques. Hein? Et c'est pas moi qui le dis, c'est la façon même dont la CIA aurait pu économiser des millions de dollars sur les serrures biométriques, des revêtements de sol sensibles à la pression, en connectant des détecteurs de mouvement à 100 $ pièce. Et bah, parfois, tu verras que
même la technologie la plus sophistiquée a une parade, contre-parade, mesure contre mesure, et tu peux détourner un des capteurs de porte en utilisant de l'air comprimé, euh, et j'en passe et des meilleurs. Hein. Tu peux, c'est tout l'art du pen test physique. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de technologie que cette technologie n'est pas faillible. Hein. On peut contourner les serrures biométriques, on peut crocheter des portes via des attaques sur des portes dérobées, sur des contrôleurs. Les chambres d'hôtel hein, où on vous demande de badger, ces badges on peut les cloner, on peut attaquer directement la serrure de façon électronique. Bref, il y a plein de façons de faire. Ok. Et parfois, avec 20-30 € de matériel sur Internet, eh ben, je peux lancer des attaques d'ampleur sur des matériels militaires qui coûtent des centaines, des milliers d'euros, des milliards, d'accord, des millions, on va dire. Donc voilà, ça se passe pas que dans les films, mais parfois la réalité est beaucoup plus terre à terre. Hein. Et tout ce que vous voyez dans les films, il y a parfois du vrai, parfois vous verrez que les meilleurs pentesters, comme je vous le disais, ont des techniques qui paraissent hallucinantes. En fait, quand on n'est pas au fait. Et parfois, je vous disais, si vous connaissez la faille dans un système, eh ben, pour pouvoir contourner ce système, ça va être vraiment très simple.
avec des objets du quotidien. J'insiste.